Bonjour à tutti, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Espoir et Dignité TV, la voix libre qui explore les enjeux politiques et géopolitiques qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un ami, un camarade. Nous allons nous intéresser à une question brûlante. Le Liban cédera-t-il au diktat américano-israélien de remise des armes du Hezbollah? Pour en parler, nous recevons notre camarade Youssef Bousameh, militant décolonial et parmi les chroniqueurs du Parole d'honneur, un observateur attentif et engagé des dynamiques politiques du Moyen-Orient. Bonjour camarade Bousameh et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Comment vas-tu mon frère? Très bien, très bien. Et toi? Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer avec toi, Sidi Youssef, avec le contexte, avec une tentative de comprendre le contexte. Pourquoi commencer pour commencer, est-ce que serait-il possible de nous rappeler ce qu'est le Hezbollah et quel rôle il joue au Liban depuis sa création? Pourquoi, selon toi, la question de désarmement revient-elle aujourd'hui avec autant d'insistance? Les États-Unis et Israël justifient cette pression par des arguments de sécurité pour le Liban et pour le voisinage libanais. Que répondez-vous à cela? Tout d'abord, le Hezbollah est une organisation qui a été fondée dans les années 80, qui émane de la communauté chiite, qui ensuite a été rejoint, le Hezbollah a été rejoint par d'autres membres de communautés, hein, mais en général, c'est une organisation qui est installée dans la communauté chiite du Liban, aux côtés d'une autre organisation qui s'appelle Amal, qui est aussi de façon prépondérante chiite. Hezbollah a été créé dans les années 80, au lendemain de l'invasion israélienne du Liban, et en tant que force qui s'oppose à l'occupation israélienne. Son but, c'est lutter contre l'occupation israélienne, et Hezbollah, de ce fait, a comme agenda, effectivement, de protéger le Liban, hein, de protéger le Liban. Alors, Hezbollah est lié à d'autres forces qu'on appelle l'axe de la résistance, qui est constitué de l'Iran, de forces de résistance, irakiennes aussi également. Et Hezbollah, de ce point de vue, a toujours eu comme principal objectif de lutter contre l'occupation israélienne et d'être solidaire de la lutte palestinienne. C'est ce qui a fait ses particularités. La première fois que Hezbollah intervient, c'est dans les années 83-84, lorsque les camps de réfugiés palestiniens du Liban sont encerclés à l'époque par un certain nombre de forces politiques de gauche liées à la Syrie. Et Hezbollah, pour bien montrer son ancrage pro-palestinien, à cette époque, n'a pas hésité à prendre parti pour les Palestiniens et à soutenir la résistance des camps de réfugiés palestiniens. C'est important de le dire, hein. Donc Hezbollah, sa boussole, c'est d'abord la Palestine. Voilà. Même il y avait, permets-moi, il y avait des confrontations à cette époque entre les deux fractions chiites, entre Hezbollah et Amal, qui a été engagé contre les Palestiniens à cette période. Oui, exactement, tu as tout à fait raison. Amal qui était plus lié, on va dire, à la Syrie, hein, alors que l'on disait que Hezbollah était plus proche de l'Iran. Mais toujours est-il que effectivement, pour montrer que ce n'est pas une force communautaire, c'est que Hezbollah, alors on peut effectivement avoir un avis, Hezbollah aussi s'est opposé à d'autres forces, hein, mais ce que je veux dire, c'est que Hezbollah n'a pas hésité parfois à s'en prendre à d'autres membres de la communauté chiite, parce qu'il lui semblait que ces forces politiques n'allaient pas dans le sens du soutien à la Palestine. Alors, depuis, Hezbollah s'est toujours manifesté d'abord par la mise en place donc d'une force militaire destinée à contrer les multiples tentatives d'Israël d'intervenir au Liban. Et d'ores et déjà, je réponds à une assertion, à une prétention d'un des dirigeants de l'extrême droite
de l'extrême droite chrétienne au Liban, membre donc des forces libanaises, Samir Jarjar, un triste personnage qui est compromis dans les massacres de Sabra et Shatila, qui d'ailleurs pour cela a été condamné, pas uniquement pour ça d'ailleurs, il a fait de la prison. Il n'est pas uniquement compromis d'ailleurs dans les massacres de Sabra et Shatila, il est aussi compromis dans un certain nombre de massacres. Suite à l'assassinat de Rachid Karami, le premier ministre. Voilà, exactement, c'était suite à l'assassinat de Rachid Karami, mais on parle Parmi les initiateurs à côté de la famille Jmeil, de l'accord de 7 Ayar, on dit 7 janvier, l'accord de normalisation avec Israël aussi. Oui, exactement, l'accord de normalisation avec Israël, mais aussi le massacre de la famille Frangier. On parle de lui aussi pour le massacre de la famille Frangier, on parle de lui aussi pour le massacre de membres de la famille Chamoun. Donc c'est quelqu'un qui est un triste personnage. Et c'est lui qui aujourd'hui est un des tenants du camp qui s'oppose à Hezbollah. C'est quand même quelque chose à noter. Et donc il a dit quelque chose il y a quelques jours en disant que la seule fois où le Liban n'a pas subi, disons, a vécu dans la paix, c'est lorsque les forces, les armes étaient détenues uniquement par l'armée libanaise, donc entre 1948 et 1969. Mais c'est complètement faux, parce que le Liban avait même rédigé un rapport parlant de toutes les violations de la frontière libanaise par Israël, précisément de 48 à 69. Pourquoi 69 ? Parce que 69, c'est l'arrivée des Palestiniens au Liban, ce qu'on avait appelé les accords du Caire. Donc c'est un gros mensonge, au contraire. Et c'est depuis qu'effectivement Hezbollah s'est déployé que les forces sionistes ont été forcées de respecter, malheureusement jusqu'à ces derniers temps, ont été forcées de respecter un petit peu la frontière libanaise. Donc voilà, tout ça pour tracer le décor. Hezbollah n'intervient pas comme une force communautaire destinée à lutter contre les autres factions libanaises, contre d'autres catégories de la population libanaise, d'autres communautés. Il s'en défend absolument, et on se souvient de tout cela, mais uniquement contre effectivement les interventions sionistes au Liban. Alors, ça, c'est une chose. Oui. Permets-moi, Sidi Youssef, parce que j'ai quelque chose que je ne peux pas la passer. Dans le palmarès criminel de Samir Jarjar, tu as oublié l'implication à côté d'Israël dans les crimes de Sabra Shatila. Oui, je n'avais pas dit cela. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr, en tant que dirigeant des forces libanaises, les forces libanaises, il faut le savoir, c'est une force fasciste qui a été entretenue, payée par l'État d'Israël, avec les phalanges libanaises également, d'accord. Et ce sont ces deux forces, les phalanges libanaises et les forces libanaises, avec d'autres sinistres personnages comme Eli Hobeika, etc. Eh bien, ces gens-là ce sont eux les acteurs des massacres de Sabra et Shatila. Antoine Lahad aussi, oui. Oui. Bien sûr, Antoine Lahad, qui ensuite avait été grièvement blessé dans un attentat perpétré par une jeune militante communiste, Soua Béchala, au sud Liban, qui avait réussi à l'atteindre, et ensuite il avait été envoyé en Israël pour être soigné, Antoine Lahad. Donc tous ces tristes personnages de l'extrême droite chrétienne libanaise, eh bien, se retrouvent effectivement parmi les acteurs principaux des massacres de Sabra et Shatila, des massacres des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, au mois de septembre 1982. Donc voilà, ce sont ces gens-là, enfin ce qu'il en reste, notamment Samir Jarjar, à l'étonnante longévité politique, qui aujourd'hui donnent le ton et qui aujourd'hui se joignent aux Américains, aux sionistes, pour exiger le dépôt des armes par Hezbollah. Alors ça, c'est un petit peu le décor historique dans lequel on se situe. Israël n'a pas cessé d'intervenir au Liban, et on se souvient surtout de la principale, avant la dernière, de la principale invasion du Liban, c'était 2006. Alors auparavant, oui, mais à l'époque, Hezbollah n'existait pas, c'était en 1978, c'était une invasion du Liban, au cours de laquelle d'ailleurs Georges Ibrahim Abdallah, l'extraordinaire combattant, avait été blessé à cette occasion, il avait combattu, il avait été blessé, c'était en 1978. Eh bien, après cela, Hezbollah a affronté régulièrement l'entité sioniste à chaque fois qu'Israël a essayé d'envahir le Liban, et ça a été le cas notamment en 2006. On se souvient 2006 avec un très bon résultat pour Hezbollah, qui avait réussi à faire se retirer les forces israéliennes du Liban,
Mais auparavant, en 2000, Hezbollah avait également forcé les armées d'occupation israéliennes à évacuer tout le sud Liban, qui était occupé depuis 1982, hein, et ça avait été une grande victoire. Ensuite, en 2006, nouvel affrontement, comment Hezbollah force Israël à se retirer après une nouvelle agression. C'était la guerre de juillet, ce qu'on appelle la guerre de juillet. Et malheureusement, ces derniers temps, il y a eu, on le sait, il y a eu d'autres péripéties. Depuis, disons, Hezbollah a décidé de soutenir Gaza assiégé, génocidé, et il a payé un très lourd tribut pour cela, puisque toute sa direction, militaire et politique, a été littéralement décimée par les forces sionistes, aidées évidemment par les forces américaines, mais également les forces de la réaction arabe. Il faut le savoir, parce que les régimes réactionnaires arabes sont extrêmement opposés évidemment à Hezbollah et aimeraient bien que Hezbollah soit anéanti. Donc on le sait, tout le monde pensait après que sa direction militaire et politique, hein, c'est-à-dire qu'il a perdu les 2/3 de tous ses cadres, et notamment son secrétaire général, Hassan Nasrallah, eh bien, l'impérialisme et les sionistes pensaient qu'après cela, Hezbollah se retirerait et déciderait de tout arrêter. Il n'en est rien, et Hezbollah continue à se maintenir comme il le dit, comme une force aux côtés du peuple libanais, destinée à lutter uniquement pour la sauvegarde du Liban. Voilà où on en est. Alors, depuis plusieurs mois, il y a une trêve. Depuis plusieurs mois, il y a une trêve au Liban. Et selon cette trêve, l'entité sioniste devait évacuer le sud Liban, complètement, hein, jusqu'à la rivière Litanie. Il devait libérer les prisonniers. Il n'en a rien été. Mais Israël continue. Il continue à occuper 5 villages, à continuer les massacres contre la population palestinienne, la population libanaise, à continuer les crimes, même contre les terres, contre les faunes, contre tout. Hein. Il a même détruit le paysage agricole dans le sud du Liban. Il a tout détruit. Il a continué. Il n'a pas respecté ce trêve. On accuse le Hezbollah d'incapacité devant les agressions israéliennes. Oui, mais bien sûr, justement. Donc, oui, Israël a même rasé complètement plusieurs villages, mais complètement. Hein. C'est-à-dire que les gens qui connaissent le sud du Liban ne reconnaissent plus. Des villages entiers ont été rasés, et en plus, Hezbollah a été obligé, à cause des pressions des dirigeants libanais actuels, a été obligé de retirer ses armes jusqu'à la frontière du Litanie. Hein, donc de tout l'extrême sud Liban, Hezbollah, pour montrer sa bienveillance, hein, a retiré ses armes. Et des gens, vous avez raison de le dire, chers camarades, et amis, Hezbollah a été obligé de retirer ses armes pour montrer sa bonne volonté. Voilà. Et des gens reprochent donc à Hezbollah de ne pas avoir poursuivi les attaques contre Israël, contre le nord d'Israël, dans la Palestine occupée, de façon à soulager Gaza. Voilà ce qui est dit. Hezbollah répond, le problème c'est que Hezbollah est pris entre deux feux, puisqu'il y a au Liban tout ce camp de la réaction, et qui n'est pas que le camp chrétien, qui concerne aussi toute une partie des sunnites du Liban, malheureusement. Hein, une partie des sunnites soutiennent Hezbollah, mais malheureusement une grande partie aussi ne soutient pas Hezbollah, et donc Hezbollah est pris entre deux feux. Si jamais Hezbollah reprend les combats contre Israël, on va lui reprocher d'entraîner le Liban dans un bourbier, dans une guerre qui ne concerne pas, etc. Ce sont les accusations qui ont sans arrêt été proférées contre Hezbollah. Donc tout le problème est là. Donc effectivement, Hezbollah, pour montrer sa bonne volonté et pour montrer qu'il ne jouait pas avec disons, comme disent certains, la sécurité du Liban, a accepté de retirer ses armes de l'extrême sud du Liban, hein, oui. Donc au sud de la rivière Litanie, mais cela ne suffit pas. Et ce que Hezbollah disait, c'est réalisé. Hezbollah disait, lorsque l'on nourrit un loup,
eh bien, comment il exige toujours plus. Et maintenant, les Américains, Israël et la réaction arabe, hein, eh bien, aujourd'hui, exigent de Hezbollah qu'il remette tout simplement ses armes, la totalité de ses armes, sur tout le territoire libanais, qui remettent la totalité de ses armes au gouvernement libanais, à l'armée libanaise. Mais l'objectif de désarmer et isoler Hezbollah militairement, politiquement, socialement, c'est pas recherché seulement par les États-Unis et Israël. Il est recherché surtout par des autres régimes arabes, surtout la Turquie, surtout l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Qui a tout fait. Et maintenant, on voit, ils sont en train d'instrumentaliser, renforcer, collaborer avec l'ancien de Al-Qaïda, Joulani, le nommé, tout à fait, pour qu'il puisse être instrumentalisé dans une confrontation directe. Al-Joulani, l'ancien de Shara, qui a été reçu à l'Élysée sur le tapis rouge, etc., au nom de la démocratie, au nom de la libération, etc., du blablabla, il est en train d'être entraîné, instrumentalisé aussi pour une confrontation. Même les Saoudiens, les Wahhabites, les anciens Wahhabites, avec ce conflit classique entre les Wahhabites et chiites, entre les Wahhabites et les Iraniens, etc. Ça veut dire Hezbollah aujourd'hui unifie les ennemis d'hier. Il est en train d'unir, par exemple, la Turquie avec l'Arabie Saoudite. Oui, j'allais y venir, vous avez tout à fait raison. C'est qu'il y a une coalition, vous l'avez dit, alors ce sont les mêmes qui en même temps demandent à Hamas de déposer les armes. Hein. Il y a tout un groupe comme ça de pays arabes et non arabes qui exigent aussi de Hamas qu'il dépose les armes. C'est le parti de la capitulation avec la Turquie en premier lieu, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, on retrouve toujours les mêmes, les Émirats Arabes Unis. Et tous ces gens-là exigent de Hamas qu'il dépose les armes, exigent aussi de Hezbollah qu'il dépose les armes, et vous avez raison de le dire, également le régime syrien. Et d'ailleurs, concernant le régime syrien, il y a une information qui vient de tomber tout à l'heure, dont j'ai pris connaissance tout à l'heure, une information qui provient de sources sécuritaires libanaises, et qui est une source qui dit être très inquiète de ce qui se passe actuellement vers la frontière syro-libanaise, où il pourrait y avoir une possible invasion de la Beka à partir de la Syrie. Vous savez que les forces israéliennes en Syrie sont à peine à 20 km de la frontière, à peine à 20 km, puisque Joulani les laisse. Hein. Joulani leur a dit vous pouvez faire de la Syrie ce que vous voulez, d'accord. Et alors certains diront que Joulani n'a pas les moyens. Moi je répondrais que le Liban et la Palestine, Gaza n'ont pas plus les moyens que Joulani, et pourtant ils résistent, hein, ça c'est clair, et même peut-être moins de moyens qu'un État, parce que la Syrie c'est quand même un État malgré tout. Bon, eh bien, donc la grande inquiétude, ce serait aujourd'hui, eh bien, une invasion de la Beka, puisqu'on sait que dans la Beka, la plaine de la Beka, se trouve un grand nombre des armes de Hezbollah, selon ce que disent les services de renseignement. Une confirmation de mes camarades du Parti communiste libanais, le plus ancien parti communiste dans le monde arabe, hein, que depuis 24 heures, des troupes de mercenaires menées, j'allais y venir, de logistique, d'aide, de soutien, de financement turc et saoudien sur la frontière avec le Beqa, la frontière du sud de Liban, où se trouvent les camps de Hezbollah, où se trouvent les camps de la résistance libanaise. C'est le Joulani qui, je pense, rend service à ses maîtres. Hein. Mais bien sûr, parce que vous l'avez dit, donc il y aurait non sellement les forces israéliennes, mais il y aurait des groupes de mercenaires en provenance de Syrie. On sait qu'il y avait déjà eu des incidents il y a plusieurs mois de cela, des groupes armés de Syrie ont pénétré au Liban. Il y avait eu des petits affrontements, il y avait eu plusieurs morts de part et d'autre, et finalement l'armée libanaise avait sécurisé les choses. Normalement, il y avait un accord, mais on voit bien que Joulani, alors on va nous dire Joulani ne contrôle pas la Syrie, contrôle pas tous les groupes armés. Moi je le pense, mais alors le problème il est là, il est que Joulani est assez fort pour laisser massacrer les Alaouites, les Druzes et des chrétiens de Syrie, mais il n'est pas assez fort pour contrôler des troupes. Donc, je pose la question, à quoi il sert? Je pense que Joulani est une marionnette entre les mains de la Turquie, des Saoudiens, de l'impérialisme et d'Israël, et qu'il va faire le boulot. Alors aujourd'hui, il y a effectivement une menace d'invasion de la Beka par des troupes israéliennes
seconder, ou à mon avis, ils enverront en avant des groupes armés syriens. Et comme ça, on dira que c'est une guerre civile entre Arabes. Et j'en veux pour preuve, il y a eu plusieurs réunions ces derniers temps à Paris, entre autres. La France joue un rôle pivot très important. C'est la raison pour laquelle Macron, avec les États-Unis, ont été les premiers à remercier et à féliciter le président libanais Aoun et son premier ministre Nawaf Salam pour avoir pris la décision, le 5 août dernier, de retirer les armes de Hezbollah et d'obéir à l'injonction américaine. Les Américains ont distribué une feuille de route, comme on appelle, un plan, et ils font l'injonction au gouvernement libanais de respecter et de faire retirer les armes par l'armée libanaise avant le 31 août. Bon, la date est incertaine. Certains disent 31 août, d'autres 31 octobre. Voilà. Donc, le but est de faire qu'il y ait une guerre civile. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on va aussi utiliser sans doute peut-être des mercenaires qui viennent de Syrie. Alors, ces mercenaires qui viennent de Syrie, on sait qu'ils ne sont pas forcément syriens. Ils viennent de groupes d'Asie centrale. Il y a des Tchétchènes. Oui. Oui, exactement. Et donc, c'est extrêmement grave. Ce serait un moyen de contrer Hezbollah. Parce que, après la décision, l'accord, qui est un véritable coup d'État du Conseil des ministres du 5 août dernier à Beyrouth. On peut considérer que ce Conseil des ministres a été un véritable coup d'État entre le président et le Premier ministre. Ce coup d'État, c'est nous allons retirer les armes de Hezbollah sans aucune contrepartie, sauf une prétendue assurance des États-Unis comme quoi il garantirait par la suite l'intégrité du Liban. On sait ce que les promesses américaines valent, d'accord ? C'est-à-dire elles sont absolument nulles. Et donc, l'idée, c'était effectivement l'idée d'obliger Hezbollah à déposer les armes. Et cela, ce serait fait par l'armée libanaise. Donc le but, et c'est carrément une guerre civile. Une guerre civile, c'est le spectre de la guerre civile que le Liban a connu entre 1975 et 1990. C'est ce spectre qui revient, d'accord ? Où on verrait Hezbollah s'affronter. C'est le but de l'impérialisme, toujours faire s'affronter les Arabes entre eux. Hein, ça, c'est extrêmement grave. Et donc, à la suite de ce véritable dictat, malheureusement, les Arabes sont prêts pour l'instrumentalisation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et suite à ce véritable coup de force, les 4 ministres chiites du gouvernement proche donc de Hezbollah et proche d'Amal ont démissionné. Et même d'autres ministres plutôt sunnites ont émis de grandes réserves, dont le ministre du Travail qui a dit comment peut-on accepter de faire retirer les armes de Hezbollah, qui sont quand même une garantie pour le Liban, sans aucune contrepartie. Ce serait quoi la contrepartie ? Premièrement, ce serait le retrait absolu d'Israël du Liban, absolu, total. Ce serait la libération de tous les prisonniers. Dans les camps de concentration israéliens actuellement, il y a de nombreux prisonniers palestiniens, bien sûr, mais il y a aussi de nombreux prisonniers libanais, pas uniquement de Hezbollah et d'autres forces opposées à Israël, comme le Parti social syrien, comme des groupes sunnites aussi, des groupes sunnites de résistance. Et donc, ce serait la libération de tous les prisonniers, ce serait la garantie qu'il n'y ait plus aucune invasion israélienne. Voilà. Alors ça, c'est à minima, parce qu'on ne parle même plus de la Palestine dans cette affaire. Mais en tout cas, c'est un véritable diktat. Et toute la question. Depuis 10 années, il a déclaré qu'il était prêt à rendre ses armes à l'armée, mais il a exigé l'existence, la conception d'une stratégie défensive. C'est ça. Hezbollah, et c'est ce qu'ont dit les opposants, y compris des opposants qui ne sont pas chiites, des opposants sunnites, et même certains chrétiens, parce qu'il y a des groupes chrétiens et des personnalités chrétiennes qui ne sont pas du tout d'accord avec cela. Et ces gens-là ont dit, mais on ne comprend pas, c'est quoi la stratégie ensuite pour protéger le Liban? Et c'est pour ça que ce fameux Jarjar a sorti cette énormité en disant que la seule fois où le Liban a été sécurisé, c'était entre 48 et 69. Ce qui est absolument faux, justement, puisque Hezbollah a été créé précisément pour s'opposer
à ce qui a toujours été l'objectif de l'impérialisme, la mise en place à Beyrouth d'un régime favorable à Israël. Parce que c'est ça le but, hein, c'est la mise en place à Beyrouth d'un régime favorable à Israël. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la guerre civile de 1975. Dans la guerre civile, dans les motifs de la guerre civile de 1975, on avait d'une part le refus de la gauche libanaise et des groupes palestiniens, bien sûr, qui étaient alliés de la mise en place d'un régime pro-israélien, ce que souhaitait l'extrême droite chrétienne, et une partie de la bourgeoisie sunnite, d'ailleurs, il faut le dire. Il y avait également le soutien à la résistance palestinienne. Et troisième élément à l'époque, 75, c'était la crainte d'une invasion de la Syrie à partir du Liban. Hein, Israël envahirait le Liban et ensuite envahirait la Syrie à partir de la Beka. C'était les trois motifs. Donc on voit bien que ce motif de mise en place à Beyrouth d'un régime pro-israélien a toujours été là, et tant qu'il ne sera pas là, l'impérialisme reviendra sans arrêt. Et la seule façon de s'opposer, c'est de mettre en place une stratégie. Or, l'armée libanaise a toujours été trop faible pour s'opposer aux invasions israéliennes. C'est la raison pour laquelle Hezbollah s'était créé. Et de ce fait, aujourd'hui, on revient dans cette situation. Alors, Hezbollah, pour s'opposer à cela, on a vu qu'il y a eu des tas de manifestations au Liban, dans les principales villes ces derniers jours, à Beyrouth, à Baalbek, un peu partout au Liban, des grandes manifestations de gens qui s'opposaient à ce plan, à ce complot contre le Liban, parce que ce n'est pas un complot uniquement contre Hezbollah, c'est un complot contre le Liban. Et le président libanais et le Premier ministre se rendent coupables de complicité avec ce complot contre leur propre pays. Hein, donc c'est une trahison majeure. Et Hezbollah déclare, écoutez, s'il y avait des garanties, nous ne changerons pas. S'il y avait des garanties, nous serions prêts effectivement à déposer des armes, mais il n'y en a aucune. Et Hezbollah s'adresse à l'armée libanaise et maintient un lien de discussion, de communication avec l'armée libanaise pour que l'armée libanaise ne tombe pas dans ce piège. Parce que si effectivement, aujourd'hui, les Américains et Israël essaient de faire le sale travail par les Arabes, c'est parce qu'Israël se rend compte que ce serait un trop gros prix à payer s'il devait à nouveau envahir le Liban, parce que d'abord, il y aurait toute la population qui se dresserait contre lui, hein, et donc on préfère faire le sale travail par les Arabes, que ce soit des Arabes au Liban ou que ce soit les régimes arabes. C'est pour ça que l'on passe actuellement par cette histoire d'accord. Donc Hezbollah tente de convaincre l'armée libanaise qu'effectivement elle ne doit pas tomber dans ce piège. Oui. En plein interview, je viens de recevoir de notre camarade Yahya Abou Zakaria, le journaliste libanais, le journaliste militant, des confirmations que les troupes de Julen, ils sont en train d'entrer des mercenaires discrètement sur les frontières avec le Liban. Ils sont en train aussi de jouer la division ethnique chiite, sunnite, etc. La question qui se pose aujourd'hui, camarade Youssef, et j'aimerais bien clôturer avec vous, il est où l'Iran? Nous savons les liens historiques, idéologiques, religieux entre Hezbollah et l'Iran. Dans tout ça, il est où l'Iran? Eh bien, je pourrais dire l'Iran est en train de panser ses plaies, parce que même si effectivement l'entité sunniste a reçu des coups très importants lors de son agression, l'Iran effectivement a reçu aussi des coups, et le problème c'est que en Iran aussi il y a une opposition qui effectivement n'est pas favorable forcément au peuple palestinien et au peuple libanais, et qui effectivement reproche au gouvernement iranien de s'intéresser à une guerre qui n'est pas la guerre de l'Iran, hein, qui ne concerne pas l'Iran et dans laquelle l'Iran n'a rien à faire. La situation est compliquée. Hein, et d'autre part, l'Iran est en train de revoir complètement son système de défense, puisque il s'avère qu'un certain nombre de failles dans la protection anti-aérienne sont apparues.
et notamment, je pense que l'Iran est en train de changer actuellement son système de défense antiaérien pour l'orienter plutôt vers la Chine. Pour l'orienter plutôt vers la Chine, vers du matériel chinois. On sait qu'il y a beaucoup de transports aériens qui sont arrivés à Téhéran récemment. Je crois que oui, c'est dans ce contexte que l'Iran se trouve, effectivement. Oui. Sidi Youssef, il y a beaucoup des auditeurs et auditrices insistent de te poser cette question concernant le rôle joué par la France. Comme la France, et malgré cette vague de blablabla de reconnaissance de l'État de Palestine avec l'obligation, l'exigence du désarmement, de résistance, etc., ça veut dire on va livrer les Palestiniens aux Israéliens qui n'ont jamais respecté depuis leur existence un accord de paix. Ils n'ont jamais. Sabra Shatila a été la preuve de ça. Ils ont signé l'accord avec l'OLP, puis ils ont massacré les Palestiniens isolés, etc. Mais la France, qui a été complice pendant presque maintenant 24 mois, complice de ces génocides qui se déroulent à Gaza, à travers la couverture diplomatique, politique, la propagande, le message médiatique de haine, d'une initiation au génocide, l'acharnement contre les voix pro-palestiniens, l'acharnement juridictionnel, policier, même vous payez la facture, vous recevez chaque jour des menaces, des acharnements administratifs et judiciaires. Je sais que vous ne souhaitez pas évoquer ça. Aujourd'hui aussi, la France est considérée complice aussi dans cette tentative de déstabilisation de Liban, cette tentative de détruire le Liban pour les intérêts de l'État d'Israël. On se souvient de cette comédie de Macron, il va aider l'Iran, il a donné un ultimatum pour des réformes politiques, etc. Il va amener l'aide, il n'a rien amené. Honte à lui, pour moi, et honte à la population arabe qui croit malheureusement des gens défaillants comme le président Macron. Aujourd'hui aussi, la France, avec des liens étroits avec des groupes de l'opposition libanaise, surtout avec Samir Jaja, il joue aussi discrètement ce rôle de serviteur de l'État d'Israël. Comment vous expliquez ce déclin éthique et diplomatique de la diplomatie française? Oui, vous avez parfaitement raison. La France n'est plus qu'un pantin entre les mains des Américains, disons les choses crûment. La France n'est plus qu'un pantin et M. Macron, le président français aujourd'hui, est simplement un instrument de la politique extérieure américaine, le relais européen, un des relais européens principaux, en concurrence avec l'Angleterre, bien sûr, mais un des relais européens principaux de la politique extérieure américaine. Alors, au relais européen, parce que en plus, la France avait des liens historiques avec le Liban. N'oublions pas que c'est la France qui a créé le Liban. C'est la France qui a créé le Liban lorsque la France a obtenu à arracher ce mandat absolument illégal de la Société des Nations en 1920, mandat sur la Syrie. Et donc, la France a détaché le Liban de la Syrie, a créé le Liban, et se prétendait comme garante de l'intégrité du Liban. On voit qu'il n'en a rien été. Au contraire, la France s'est toujours portée à mener une politique sectaire de division des communautés et s'est mise je dirais même pas aux côtés de la communauté chrétienne, elle s'est mise aux côtés des franges d'extrême droite de la communauté chrétienne. N'oublions pas qu'il y a de nombreux chrétiens au Liban qui ne marchent pas du tout dans cette combine d'affrontements communautaires et qui ont même refusé de s'engager aux côtés des forces fascistes d'extrême droite chrétienne lors de la guerre civile, d'accord ? Mais la France a toujours caressé dans le sens du poil, mais au moins auparavant, elle faisait semblant de ne pas être autant engagée. Tandis que maintenant, l'engagement est absolument total. C'est-à-dire que même à l'époque de Mitterrand était intervenu pour exfiltrer Yasser Arafat et les combattants du Liban après l'invasion. Tandis qu'aujourd'hui, la France est totalement aux côtés de l'entité sioniste et cette histoire de reconnaissance de l'État palestinien, eh bien, aujourd'hui, alors évidemment, on est content que cela ulcère
ulcèrent les sionistes, mais cela ne va pas arrêter le génocide. La France refuse toujours des sanctions contre Israël, refuse toujours d'arrêter d'exporter des armes vers Israël, refuse de faire arrêter Netanyahou lorsqu'il survole le territoire national, refuse de suspendre ou même d'abroger l'accord d'association Union européenne-France. Donc la France, on voit bien, elle est complètement partie prenante de cette guerre civile qu'ils sont en train de préparer au Liban. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Macron a été un des premiers à envoyer un message de contentement après la décision inique d'acceptation du diktat américano-sioniste de la part du gouvernement libanais de Aoun et Nawaf Salam. Donc de ce fait, Macron joue vraiment un sale rôle parce qu'il engage la France, il engage la diplomatie française dans une guerre, une véritable guerre, sans en référer évidemment au Parlement français, comme c'est de règle, et on voit à quel point c'est extrêmement lourd de conséquences. La France apparaît comme étant effectivement partie prenante d'une agression caractérisée, illégale. L'occupation israélienne du Liban est totalement illégale, l'intervention de groupes armés à partir de la Syrie, c'est totalement illégal, la volonté sioniste de désarmer Hezbollah est totalement illégale, cela regarde uniquement le gouvernement libanais. C'est une décision entre Libanais, et là on voit bien que c'est pas le cas. On voit bien que ce gouvernement libanais aujourd'hui est devenu aussi un gouvernement de pantin entre les mains de l'impérialisme américain et de l'État d'Israël. Et la France, évidemment, aujourd'hui joue vraiment un sale rôle dans cette région. Et au lieu de défendre le droit, elle défend au contraire l'injustice. On sait en plus que cette prétendue reconnaissance de l'État de Palestine, qui à mon avis n'arrivera même pas, je le dis encore une fois, c'est un effet d'annonce, mais est assortie de tellement de conditions, à savoir que Hamas dépose les armes, à savoir effectivement que les États de la région reconnaissent tous l'entité sioniste, à savoir des conditions que Hamas n'existe même plus comme force politique, pas uniquement comme force militaire, que plus aucun groupe palestinien, et pas uniquement Hamas, mais d'autres forces palestiniennes comme le FPLP, le FDLP, qui ne reconnaissent pas l'entité sioniste, il faudrait que ces groupes reconnaissent l'entité sioniste, ou alors ils seraient eux aussi exclus de toute nouvelle mise en de l'éventuel État de Palestine et d'éventuelles élections. La mise à la tête de ce prétendu État croupion qui n'a aucune réalité, puisque en Cisjordanie, tout ça se passerait sur à peine 22% de la Palestine historique, avec Mahmoud Abbas à la tête, l'autorité palestinienne qui est complètement décriée, complètement détestée par la population palestinienne. Ce serait simplement la mise en place d'une nouvelle dictature arabe sur les Palestiniens. Voilà ce à quoi correspond la prétendue reconnaissance par la France de cet État de Palestine. La mise en place d'une nouvelle dictature arabe, comme s'il n'y en avait pas assez. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. L'ingérence de la France sur le Liban, on aurait aimé qu'elle se déroule dans le sens de la protection du Liban, du respect du droit international, et au contraire, la France là se retrouve aux côtés des agresseurs, de l'agresseur américano-sioniste. Il faut le dire, Israël ne pourrait pas faire tout cela sans l'accord immédiat, total, complet de Trump. Et c'est d'ailleurs Trump qui envoie son émissaire, Thomas Barak. Et c'est Thomas Barak, vous vous rendez compte, c'est Thomas Barak qui est arrivé, qui a remis une feuille au gouvernement libanais en disant « Voilà les exigences de Trump ». Et le gouvernement libanais a dit « D'accord, on est d'accord ». Mais c'est absolument incroyable. Où est-ce qu'on a vu cela ? On parlait auparavant, vous savez, il y a longtemps, de ce qu'on appelait la politique de la canonnière. Lorsqu'un pays du Sud était récalcitrant, on envoyait un bateau de guerre avec des canons et voilà, et c'était fait aussitôt. C'est exactement pareil. On remet une feuille au gouvernement libanais en lui disant voilà ce que vous devez faire, c'est un ordre. Voilà, et lui il obéit. Voilà ce qui s'est passé au Liban. C'est triste que vraiment c'est triste et lamentable que les populations arabes soient dirigées par des minables et des serviteurs des intérêts, des serviteurs débiles. Je vois aussi en Tunisie comment on cède à la fameuse agenda de Madame la fasciste Meloni. Vraiment, c'est triste, c'est lamentable pour le citoyen, la population arabe. Merci Youssef Bousameh pour cet éclairage précieux sur une question aussi complexe que sensible.
Vous l'avez rappelé, le Liban se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif, pris entre les pressions internationales et la défense de sa souveraineté. À nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette émission exceptionnelle avec un invité exceptionnel, un homme qui a insisté depuis longtemps d'être un homme libre et à côté de la justice. À laisser vos commentaires et à vous abonner pour continuer à suivre nos débats et nos analyses sur Espoir et Dignité TV. Merci infiniment, camarade Bousameh. Merci, et cher ami. à toutes et à tous, Merci, à camarade. bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.